Ce que je vous propose comme table ronde, je vais peut-être définir un peu le champ dans lequel on va débattre. Dans un premier temps, je souhaite, comme je le disais tout à l'heure, que nous ne considérions pas la transgression ordinaire, qui consiste tout simplement à être respectueux d'autrui, soignant. Je considère que nous allons nous intéresser à des situations qu'on va qualifier d'extrêmes. Je ne sais pas, là aussi il faudrait probablement que ce mot soit défini. Elles le sont en tout cas, elles nous apparaissent comme telles dans des situations de fin de vie. Je le dis parce qu'elles sont souvent générées par les avancées techniques et scientifiques de la médecine. Elles sont rendues possibles, ces situations qui sont souvent des situations de survie possibles, qui peuvent n'être que souffrance. Nous allons essayer d'interroger le sens ou le non-sens que peut avoir le maintien, parce qu'il est possible, dans une vie qui ne serait que souffrance, et parce que interrompre une vie serait la transgression d'une norme morale, légale, etc. C'est un petit peu de ça que je veux parler, parce que je crois que l'actualité nous montre chaque jour un peu plus que nous sommes capables de générer des situations que nous ne savons pas correctement accompagner. En s'entendant bien sur le fait que nous aurons aussi à réfléchir sur la question suivante. Comment est-il possible d'éviter de générer de telles situations? C'est-à-dire que là, c'est un autre niveau de transgression. C'est-à-dire ne pas faire au seul motif que l'on sait faire. Ne pas faire parce que faire conduit à une forme de vie, peut-être, mais de souffrance certaine. Ça, c'est un enjeu important. Donc on va débattre de tout cela. Et comme le disait Jean-Claude tout à l'heure, un enjeu précisément se situe dans la capacité à débattre, là, entre nous, mais quand on est confronté à des situations comme celle-ci, il n'y aurait rien de pire que de se taire et d'agir. Face à la confrontation à la question des limites, les limites de la vie, les limites du savoir, les limites du sens, je crois que l'ouverture au débat, à la discussion, la médiatisation, au sens de la transparence et de la publicité qui pourrait être faite autour de tout cela, sont, à mon avis, des outils qui garantissent qu'une décision, quand bien même elle serait dans le registre de la transgression, est la moins mauvaise que l'on puisse prendre. Mais comment pouvons-nous faire autour de tout cela? Et puis, de quelle réalité parlons-nous? J'ai donc proposé à des personnes que j'aime beaucoup de participer à cette table ronde. Je passerai dans un premier temps. Alors, ce que je vais faire et ce que je vous propose, c'est que je demande à chacun des intervenants de dire un peu ce qu'ils pensent de cette question dans un premier temps, dans un délai un petit peu court. Si je vous avais dit par mail, peut-être 10 minutes à peu près pour chaque prise de parole, si ça vous convient, mais de manière à ce qu'ensuite on ait un vrai débat entre la salle et nous. Donc ce débat-là n'est pas préparé, celui-ci, puisque précisément il s'agit de tenter de répondre à des questions qui seront posées. J'ai souhaité, pour aborder cette question, inviter 4 personnes qui sont dans 4 champs différents, pour illustrer d'ailleurs, entre autres, cette interdisciplinarité, professionnalité, ou tout simplement la réalité de croiser des regards totalement différents sur un sujet. J'ai invité Sylvie Courroy, qui est à ma droite. Alors je regarde parce que vous êtes représentante de l'antenne régionale Bourgogne-Franche-Comté, de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé. On aurait pu faire plus simple comme dénomination. Ça fait suite à ce qu'on appelait le CISS avant. Les 6. Oui, les 6. Donc l'idée, c'était d'inviter une personne qui tente d'être le représentant des personnes malades. Je dis tente, j'espère que je ne vous choque pas en disant cela, mais c'est parce que c'est une mission impossible. Mais j'espère que vous percevez l'importance qu'il y a pour nous de ne pas débattre en l'absence d'un représentant de ceux dont on débat, finalement. C'est quelque chose qui est important. Je précise que Sylvie, parce que ça a fait discussion entre nous, est par ailleurs membre de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, qu'on en a discuté, que je trouve que
heureusement, chacun de nous a le droit d'avoir l'engagement qu'il souhaite avoir et les positions qu'il souhaite avoir à titre individuel. Ce n'est pas à ce titre qu'elle est ici. Et je vous remercie d'avoir accepté néanmoins, d'avoir accepté de transcender ce positionnement personnel pour pouvoir discuter. Je passerai ensuite la parole à Marcel Louis Vialard, qui est professeur de médecine palliative. Bon, ça n'existe pas, mais on va dire comme ça, à l'hôpital Necker, qui est confronté. Alors j'ai demandé à Marcel Louis, alors c'est un vieux complice, mais je lui ai demandé de venir un peu témoigner de la réalité, de la confrontation à des situations où la question de la transgression est centrale, presque quotidienne. D'abord pour nous les décrire et puis pour nous dire comment on fait avec cela. J'ai demandé ensuite à Catherine Pignon, que je remercie d'avoir traversé la France pour venir nous voir, parce qu'il faut dire que quand on se connaissait, on n'était pas loin l'un de l'autre. Vous étiez procureur général ici, à Besançon, vous êtes maintenant à Bordeaux. Enfin, Besançon est au centre de l'Europe et d'une accessibilité extrêmement importante, donc ça n'a posé aucun souci. Vous avez mis 2 jours pour venir, quoi. Alors, je remercie beaucoup Catherine Pignon d'avoir accepté de venir, mais je crois que ça fait suite à des discussions que nous avons déjà eues l'un et l'autre dans le passé ou au cours d'autres circonstances. L'idée, c'est d'interpeller un magistrat sur cette question des situations limites, des situations où la question de la transgression se pose, avec l'intention de débattre ensemble de quelle manière pourrions-nous faciliter une discussion préalable à toute décision autour de ces questions où l'on sait que l'on ne sait pas, où il peut advenir que la réponse qui nous apparaisse la plus éthique soit dans le champ de la transgression. Comment pouvons-nous le faire pour que ceci soit explicité, transparent et tracé, de manière à ce qu'on puisse avoir comment dirais-je, tenter d'être dans une position qui est la plus respectueuse de l'homme souffrant, en quelque sorte. Et puis j'ai demandé à Éric Fourneret, lui, là aussi, on commence à être des vieilles connaissances, puisque nous nous sommes connus, je crois, lors de la mission qui avait été confiée à Didier Sicard en 2012. Éric Fourneret est philosophe et a beaucoup travaillé sur les questions relatives à la fin de vie, mais je trouve là aussi que, du point de vue du philosophe, cette question est intéressante à être abordée, et je trouvais que ton regard, je reprenais un peu tous tes écrits récents, ton regard est important à voir sur cette dimension de la place de la transgression dans l'action médicale. Donc j'ai probablement pris un petit peu trop de temps pour tout ça. Je vous donne donc, si vous en êtes d'accord, pour chacun d'entre vous la parole pour 10 minutes à peu près. Même si c'est 5 et si c'est 15, c'est pas un drame, mais l'essentiel est qu'on ait à peu près 1 heure de débat entre nous tous. En sachant que, je vous le dis tout de suite, il est très probable que nous ne saurons pas répondre à des questions qui nous seront posées. L'enjeu n'est pas d'avoir réponse à tout. L'enjeu est d'avoir question sur tout. C'est comme cela que nous avancerons, comme le disait Jean-Claude tout à l'heure, finalement. C'est d'anticiper ce qu'il peut advenir, penser les questions qui peuvent se poser pour peut-être adapter, pourquoi pas adapter la loi, ou adapter les pratiques, ou adapter les us et coutumes, ou changer des fonctionnements. En particulier, lors d'une intervention récente que je faisais à l'École nationale de la magistrature, je voyais le besoin de dialogue avec les magistrats. Bien, puisque nous éprouvons tous le même besoin, il faudra peut-être que nous arrivions à l'assouvir, ce besoin de discuter. Mais dans quel cadre et comment cela est possible pour que chacun puisse rester dans ce qu'il doit être, dans le champ professionnel. Alors, Sylvie Courroy, peut-être vous me dites ce que vous pensez de ce sujet de réflexion que je vous ai imposé, et je vous en remercie encore. Bonjour, je représente les usagers du système de santé, c'est-à-dire les personnes malades ou leurs proches. Et je ne vais donc parler ici que de situations de maladie extrême, qui sont encore à définir, où je demande moi-même si je peux m'exprimer, sinon par l'intermédiaire de ma personne de confiance,
que l'on me fasse mourir pour m'éviter une survie qui n'a plus de sens pour moi. Nous ne parlons que de personnes atteintes d'une maladie incurable. C'était les données de base de cette discussion. Tous les malades ne font bien évidemment pas cette demande, mais je suis ici pour tenir le rôle de celles et ceux qui le feraient, comme cela m'a été proposé. Grâce au progrès de la médecine, je peux être beaucoup mieux soignée qu'auparavant, mais je peux aussi vivre plusieurs années avec une qualité de vie dérisoire. Par exemple, si mes capacités ne me permettent plus de communiquer ni de percevoir le monde extérieur, je peux avoir le sentiment que cette vie est absurde et vouloir y mettre fin. Ce souhait est peut-être rarement exprimé, mais ce n'est pas parce qu'une question éthique se pose rarement qu'il faut l'occulter. Je crois que c'est de vous, monsieur. Et heureusement, nous pouvons en parler aujourd'hui. Ces situations de fin de vie dénuées de sens, nous en voyons ou en entendons parler de plus en plus souvent. Je ne parle pas nécessairement des cas très médiatisés, mais de nos proches également. Ainsi que, par exemple, j'étais récemment à la conférence au Congrès national des représentants des usagers à Paris, et le professeur Leonetti a fait une intervention très intéressante, et il a dit, entre autres, « Je ne veux pas finir dans un état végétatif pendant 5 ans ». C'est exactement ce que pensent la plupart des personnes, peut-être vous ici, en tout cas beaucoup de personnes. Donc, un nombre croissant d'usagers s'inquiètent de se retrouver un jour à survivre ici et désirent faire dépasser le rôle qui est assigné aux médecins, soigner, guérir, remettre en question la puissance de la technique, puisque la mort est maintenant très médiatisée, technique, avoir son mot à dire dans un monde, la santé, où il n'est pas expert. Mais c'est sa vie dont il est question et dont il est expert, et c'est à un expert qu'il demande de l'aide. Ce n'est pas à n'importe qui. Si les soignants, le malade et sa personne de confiance, ou à défaut ses proches, se mettent d'accord sur l'évaluation d'une vie restante dont la qualité est minimale, et que la volonté du malade est clairement attestée, si aucun motif égoïste n'entre en jeu, n'est-on pas encore dans le soin, l'accompagnement, tel que le malade le demande. L'espace de réflexion éthique, Bourgogne-Franche-Comté, a très récemment étudié, entre autres, cette question à propos de la réanimation. Et la conclusion proposée a été que l'arrêt de traitement menant à la mort du patient pouvait être considéré comme un soin, réfléchi, argumenté, dans l'intérêt du malade. Ne pas respecter la volonté exprimée par écrit et donc réfléchie, corroborée par un témoin choisi, ne pas accepter l'impuissance des soins dans un certain nombre de cas, se limiter au constat de l'inefficacité des soins, ne pas soulager le patient en lui permettant de mourir, n'est-ce pas là une transgression morale majeure? Parlons de l'interdit de donner la mort. Il n'est pas universel dans le temps, puisque la peine de mort a existé en France et existe encore dans bien d'autres pays, puisque la guerre peut être un impératif national de tuer. Il n'est pas universel, puisque certains pays autorisent à des malades une aide à mourir, dans des conditions bien définies, et, je pense, avec une réversibilité toujours possible. Ce ne sont pas des pays barbares peuplés d'assassins. S'il s'agit d'un intérêt moral, s'applique-t-il à l'euthanasie ou au suicide assisté sur le même plan que le meurtre? Si c'est un interdit religieux, est-il applicable à tous dans un État laïque? Si on demande, vous remarquez, des questions. Si un malade demande à un médecin de lui donner la mort, c'est parce qu'il lui fait confiance. Il veut exercer un dialogue avec lui. Il sait que ce n'est pas par intérêt que celui-ci acceptera. Il veut aussi être sûr de mourir au lieu de voir son état s'aggraver. Il ne veut pas imposer à ses proches, à l'équipe soignante, le spectacle d'une mort violente qu'il se serait organisé tout seul dans une grande solitude. Les règles, la loi, l'interdit de donner la mort, dont on étudie la transgression, serait-elle en conflit avec d'autres valeurs qui nous paraîtraient aujourd'hui, et dans certains cas, supérieures? Ces valeurs peuvent être la compassion, l'empathie, l'assistance à une personne en souffrance, l'humilité, l'entraide. Seraient-ce ces valeurs supérieures que nous transgresserions en respectant la loi et l'interdit de donner la mort à un malade qui la demande? L'éthique consiste, il me semble, à établir des priorités entre certaines valeurs, et c'est là la question. Merci beaucoup.
peut-être qu'on interagira après, dans un premier temps entre nous. Marcel, si tu veux prendre la parole. Ça vous va de prendre la parole depuis les fauteuils? C'est peut-être plus confortable que ce qu'a fait Jean-Claude Amezen, rester debout pendant presque une heure. Aucun souci. À nos âges, on va rester assis. Alors, moi, je vais essayer de vous parler assez simplement de la réalité qui est celle que je partage avec mes collègues de néonatologie sur des situations qui touchent l'avant, le pendant et le juste après la naissance. Et donc, j'irai assez directement en utilisant des mots qui devraient normalement parler à tout le monde, et j'imagine qu'ils feront parler tout le monde. Donc, je vais vous parler d'une première situation. Ce sont des parents jeunes qui ont recours à la procréation médicalement assistée pour un projet de parentalité. Ce projet, la technique réussit. On peut réimplanter 2 embryons et lors du bilan classique au décours de la grossesse, on se rend compte que l'un des embryons présente une anomalie, d'une part, et d'autre part que le second embryon a décidé de se multiplier en 2, donc ce sera un embryon gémellaire. Il est donc proposé à la maman d'éliminer l'embryon qui est porteur d'anomalie, parce que très clairement, on a une forte suspicion d'une pathologie gravissime qui est la trisomie 18, qui fait que la vie de l'enfant sera a priori courte et marquée par des anomalies et donc des traitements éventuellement lourds avec des résultats qui peuvent laisser parfois interrogatifs. Les parents donc acceptent tout simplement la réduction embryonnaire, mais eux, contrairement à ce qu'on leur propose, nous dit ça n'est pas l'embryon gémellaire que l'on veut garder, parce que nous, on ne veut pas 2 enfants, on n'en veut qu'un, donc on veut garder l'embryon gémellaire. On est donc... mais ça, c'est la vie. C'est la vraie vie, et c'est au quotidien. Les échanges, les discussions finissent par aboutir à la réduction de l'embryon avec anomalie et la conservation de l'embryon gémellaire. La grossesse se déroule très bien, sauf que à la 25e semaine, la maman accouche. Normalement, on accouche à 40 semaines, c'est donc une très grande prématurité. Et là, vont commencer à se poser un certain nombre de questions et surtout vont se présenter les merveilleuses incertitudes qui sont notre quotidien. Une des 2 jumelles qui naît, dans les premières heures de vie, va présenter des complications qui mettent très clairement en jeu son pronostic vital. Et la question d'une intensification, ou je devrais dire d'une non-intensification des soins se pose. On rentre donc bien dans le cadre légal, on se réunit collégialement, on constate que du fait d'une hémorragie cérébrale d'extrêmement mauvais pronostic, que l'enfant va avoir un pronostic effroyable, ne pourra probablement pas survivre et va de toute façon souffrir, sauf si on limite les différents traitements. Et donc notre proposition est non seulement de limiter, mais d'arrêter tous les traitements qui maintiennent artificiellement en vie cet enfant. Les parents, bien sûr, sont informés, on discute avec eux. Les parents adhèrent à ce projet, mais ils nous rappellent en même temps que ces enfants ne sont pas ceux qu'ils voulaient garder. Ils demandent donc, bien entendu, l'arrêt de la prise en charge également de la seconde jumelle. Et celle-ci, nous, on la regarde, on l'observe, on l'examine, et elle présente un état de stabilité qui nous permet de penser qu'elle va récupérer ce qu'on appelle en néonatologie une autonomie, c'est-à-dire elle va être capable de respirer, elle va être capable de mener sa vie de façon tranquille. Certes, il faut la nourrir de façon artificielle, mais c'est pour un certain temps, le temps que ces réflexes de succion se mettent en place, avec une part, bien entendu, d'incertitude. Donc nous arrivons à peu près à un accord entre équipe médicale et parents pour, bien entendu, cesser toute réanimation et prolongation de la vie de la première enfant, qui va mourir en 24 heures sans souffrance sous-ajoutée. Mais par contre, il reste un désaccord
pour la poursuite des traitements pour la seconde, qui, de notre point de vue, présente un état qui permet d'envisager un taux de survie qui sera, a priori, supérieur à 80%, un risque de possibles complications non évaluables, a priori plutôt inférieur à 25%, mais ces éléments-là, c'est si rien d'autre ne survient. En cas de complications, le risque de séquelles sera, lui, bien supérieur à 50%, pouvant aller de séquelles très légères, à type de petits retards ou de petits problèmes moteurs, ou alors de gros déficits, non seulement intellectuels, moteurs et cognitifs. Dans ces situations, notre pratique, c'est de se dire, on revoit alors la légitimité des traitements que l'on a mis en place et on essaye de réfléchir en se disant, mais ce que nous faisons, a-t-il un aspect raisonnable, a-t-il du sens, pour qui, comment, enfin toutes les questions qui ont été soulevées par tous. Donc, pour nous, dans les médias, pour cette seconde enfant, il nous semble logique de rester dans un projet de vie et non pas dans un projet de non-vie. Les parents, eux, nous répètent ce qu'on ne peut qu'entendre, qu'ils ne souhaitent pas accueillir cet enfant. Et ils nous renvoient à la difficile question de leur point de vue du choix de l'embryon réduit. Et puis ce dissensus va persister et va même s'intensifier un petit peu au cours du temps, parce que les parents vont choisir le fait de ne pas reconnaître l'enfant survivante, mais vont nous demander de pouvoir organiser les obsèques de la jumelle décédée. Ce qui, ça doit parler à la juriste, ce qui n'est pas tout à fait simple, puisque dans la mesure où ils n'auront pas reconnu l'une des jumelles, ils ne peuvent pas reconnaître l'autre, et donc s'ils ne l'ont pas reconnue, ils n'ont aucune raison de pouvoir organiser les obsèques. En tout cas, nous, on ne pouvait qu'entendre cette souffrance, qu'entendre cette difficulté, et de même, dans la mesure où ils ne reconnaissaient pas les enfants, ils n'avaient plus tout à fait de place pour pouvoir exprimer leur avis concernant l'enfant survivante. Quelques jours plus tard, l'enfant survivante va présenter des complications gravissimes qui vont nous amener à prendre une décision de non-poursuite de la réanimation, et on va rentrer clairement dans un projet de non-vie. Je fais exprès d'utiliser ce terme, car c'est probablement là que se pose la problématique de la transgression, où nous, médecins, qui sommes là normalement pour travailler à maintenir la vie, à l'améliorer, à la rendre plus confortable, nous, là, on sait très bien qu'il y a tout intérêt à ne pas prolonger cette vie-là, même à la faire cesser, avant qu'elle ne devienne un véritable enfer. Et bien entendu, va aussi se poser la question, dès lors que nous prenons cette décision-là, ces parents qui sont dénués de toute autorité maintenant sur cet enfant, est-ce que l'on peut les prévenir ou pas? Ça a été aussi un problème. Il n'y a pas que la transgression « je tue, je ne tue pas ». Il y a aussi la transgression « j'informe, j'informe pas » et quoi? La question qui s'est posée pour nous dans cette situation-là, c'est certains d'entre nous ont souhaité que l'on avertisse les parents, que l'on allait arrêter les traitements qui maintenaient en vie artificiellement leur enfant. Alors, la loi, elle nous dit un certain nombre de choses, elle est très ambiguë, mais son ambiguïté est peut-être sa sagesse. Et si les parents peuvent, dans ces situations, parfois nous imposer de maintenir en vie un nouveau-né, quel qu'en soit le prix pour lui, je prendrai l'exemple de Marseille, où on veut nous amener à maintenir en vie une enfant dont le pronostic est des plus incertains, et nous amener, nous, à être obligés d'être dans quelque chose qui est de l'ordre du non-sens, du violent, qui nous amène à être une transgression qui n'est pas la transgression qui aurait été celle que l'on aurait choisie. On aurait peut-être, nous, transgressé autrement. Y a-t-il donc une hiérarchie dans les transgressions? Et qui transgresse? Et qu'est-ce qu'on transgresse? Et puis, pour nous, les équipes de médecine palliative, où on est parfois enfermé dans une espèce de logique sémantique
qui est de dire on est là pour apporter du confort, de la bonne mort, de la douce mort, de la belle mort. Je ne suis pas sûr que la mort ne soit qu'une question de confort et qu'une question d'esthétique. Je pense qu'elle est plutôt une question profondément humaine et je pense qu'elle est aussi une question qui va nous amener les uns et les autres à réfléchir de nous. J'ajouterais à ces situations-là, et je vais très vite conclure, toutes ces naissances qui interviennent à la limite de la viabilité. Notamment, c'est tous ces enfants qui naissent avant 25 semaines. Il faut savoir que dans certains pays, on réanime même à 22 semaines. Et il est une question qui se pose beaucoup, c'est au nom de ne pas transgresser l'interdit de tuer, on accepte de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse à 22 semaines sans féticide. Je n'ai pas tué le nouveau-né, mais j'ai quand même provoqué une interruption volontaire de grossesse de façon à ce que cette grossesse ne se poursuive pas, donc que l'enfant ne naisse pas. Hélas, le fœtus à 22 semaines, parfois, il naît vivant. Et ça nous arrive, pas toutes les semaines, mais ça nous arrive de temps à autre. Et qu'est-ce que ça peut signifier et qu'est-ce que l'on fait de cette vie non désirée que l'on voulait interrompre et qui pourtant se manifeste, qui ne pourra pas se manifester très très longtemps, mais qui pose un certain nombre de questions. Et la transgression, est-ce que c'est celle que va poser le médecin en disant « je stoppe cette vie », qui est une vie qui sera une vie impossible, ou est-ce que j'accepte sous prétexte que je n'ai pas voulu l'interrompre avant qu'elle ne soit, est-ce que j'impose des souffrances? Et puis je vais essayer de positionner le livre d'où nous on réfléchit, en tout cas dans le milieu où je suis, et il y en a pour 2 minutes et je conclue là-dessus. Moi, je crains beaucoup, enfin, je m'interroge beaucoup sur le risque de l'arbitraire de nos a priori, de nos subjectivités, même si on tente de les dompter. Je suis habitué et je ne veux surtout pas quitter cette non-quiétude. Parce que je pense que c'est par cette non-quiétude, nourrie par toutes les incertitudes auxquelles on est confronté, que je pense on peut essayer d'avoir une pratique qui soit raisonnée. J'entends bien les discours théoriques, j'entends bien les choses, je les côtoie un petit peu, je peux même, je pense, les comprendre un peu, mais je pense qu'ils ne suffisent pas. Et si la loi ne peut tout résoudre, parce que si elle voulait tout résoudre, elle serait folle, je pense aussi qu'elle nous permet quand même de nous offrir un cadre qui, pour rester flou, n'en est pour autant pas moins clair, et qu'il nous permet d'avoir une liberté, me semble-t-il, de choix et d'action en responsabilité. Puis, on sait aussi que le maintien à toutes les mesures substitutives qui maintiennent la vie vont être des situations parfois de maintien artificiel ubuesque. Et peut-être que la transgression, c'est justement d'être ce Diogène qui ose sortir de son tonneau et de dire « mais tu es fou, tu es obscène, arrête de faire tout ça ». Mais comme l'a dit tout à l'heure Jean-Claude Amessen, non seulement on ne peut être quiet, mais je pense que c'est justement dans la transparence, c'est-à-dire c'est en le disant et en l'affirmant que les choses peuvent être dites. Et puis, je conclurai par une phrase, c'est on a beau vouloir essayer de penser l'autre comme un autre soi-même, à la rigueur, j'ai bien entendu ce qu'il dit, mais je pense qu'on ne parle jamais de quelqu'un d'autre que de soi, et étant bien même dans l'autre, c'est que de moi dont je parle. Et je vois bien, même nous, les professionnels de santé, de temps à autre, il nous est difficile de se détacher de cette part de trouble de la raison que produit nos subjectivités. Merci. Merci Marcel d'avoir illustré la simplicité de la question. On reviendra sur cette notion
d'intersubjectivité, parce que ça me semble important. Mais merci d'avoir illustré le fait que la transgression ne se situe pas forcément où on croit qu'elle soit, et elle n'est pas monomorphe. Et je crois que c'est le cœur de notre débat. Catherine Pignon, de là où vous vous situez sur le plan professionnel, comment entendez-vous ou regardez-vous ces questions qui sont complexes par définition ? Bien, écoutez, merci. Moi, je souhaitais vous livrer quelques réflexions, effectivement, du point de vue du juge confronté à la transgression, de manière un petit peu plus générale, et puis peut-être à la lumière d'une affaire que j'avais eu à approcher plus particulièrement concernant une situation limite, qui est celle, effectivement, de la décision en fin de vie, la décision médicale concernant des personnes hors d'état d'exprimer leur volonté. Un premier constat, les cas portés en tout cas devant la justice pénale sont rares, mais on constate que les débats suscitent des procès où est très souvent convoquée la question de la légitimité de l'intervention judiciaire pour connaître de situations médicales extrêmes. On a pu dire que dans ces cas-là, la loi devrait se retirer sur la pointe des pieds parce que tout cela relève d'un colloque singulier entre le médecin et son patient ou le médecin et sa conscience. Peut-être y a-t-il paradoxe à constater que si un certain nombre d'équipes soignantes s'émeuvent des décisions de justice, beaucoup en tout cas reconnaissent l'apport législatif qui a pu effectivement encadrer des pratiques, voire parfois ce que certains considéraient être des dérives. Or, pas de loi sans juge, pas de loi en tout cas sans confrontation avec un regard extérieur. Je pense que c'est très important sur son application. Voilà, c'est peut-être une première chose, sauf à considérer, ça peut être après tout un choix de société, de dire que la société peut s'en remettre à l'appréciation de la seule conscience de la personne concernée, un médecin qui a prêté serment. On peut dire aussi qu'il est tout de même compliqué effectivement de s'en remettre à cela, parce qu'il est difficile d'être à la fois juge et partie. J'entends tout à fait le choc qu'il peut y avoir entre un code de la santé publique et un code pénal qui est un code dur avec des qualifications violentes. On parle dans la loi pénale, on parle d'empoisonnement, on parle d'assassinat, on parle d'atteinte volontaire à la vie. On parle par ailleurs d'une loi pénale qui est indifférente aux mobiles. La déclaration de culpabilité dans le droit pénal se suffit du fait que la preuve est rapportée de ce que la personne a eu conscience des agissements qui lui sont reprochés. La loi pénale est indifférente au mobile qui a pu motiver la personne, qu'elle ait agi par vengeance, qu'elle ait agi par compassion, par lucre, par cupidité. Cela n'intervient pas dans ce que nous appelons, nous juristes, la déclaration de culpabilité. Il en va évidemment tout à fait autrement en ce qui concerne, si cette culpabilité est reconnue, la détermination de la peine. Voilà quelques éléments au niveau de ce droit pénal qui peut-être doit conduire à réfléchir sur le fait de savoir s'il ne faut pas, en cas de transgression, réfléchir à des qualifications juridiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que chacun sent intuitivement, que nous ne sommes pas dans ce que le droit commun appelle l'empoisonnement, l'assassinat. C'est sans doute, de mon point de vue en tout cas, une réflexion qu'il faut mener. Peut-être deux mots en ce qui concerne la loi et puis la réalité de l'administration de la justice dans ces affaires particulières et plus singulièrement au travers peut-être du cas limite que je citais en préliminaire. En réalité, le droit, lui, ne parle pas, et le juge ne va pas parler de transgression. Il va parler d'une autre notion, mais qui a vraiment beaucoup à voir, qui est ce qu'on appelle le fait justificatif. Vous le savez, la loi organise pose un certain nombre d'interdictions et considère que dans un certain nombre de cas,
l'autorisation donnée par la loi constitue le fait justificatif. C'est le cas pour ce qui concerne effectivement les situations de fin de vie où l'interdiction effectivement de donner ou d'avoir des comportements qui peuvent aboutir à donner la mort peuvent être dans un certain nombre de situations justifiées. Voilà un petit peu l'approche auquel sera confronté le magistrat. 2-3 éléments sur la difficulté, évidemment, des choses. La première, c'est pour le juge, je crois, de se forger une opinion au-delà des faits matériels reprochés sur ce qu'a pu être l'élément intentionnel. Effectivement, du médecin, de l'équipe soignante, puisqu'il est évidemment impossible de rentrer dans les consciences, dans la tête de celui qui, à un moment donné, va agir, va prendre une décision. Toute la difficulté de son travail, ça va donc être l'examen objectif des circonstances qui ont pu accompagner, entourer, par exemple, l'usage d'un produit reproché, qui permet d'éclairer, le cas échéant, de mettre à jour cette intention. Il y a donc tout un travail d'autant plus difficile que ni les magistrats ni les enquêteurs, il ne faut jamais oublier que dans un processus judiciaire, il y a le magistrat, mais il y a également des enquêteurs, se trouvent confrontés à un monde qui est extraordinairement complexe, qui obéit à des règles et des pratiques qu'ils manient très, très rarement, ce qui, de mon point de vue, entraîne en termes de recherche de la vérité. Ce sera une vérité judiciaire, mais ce sera rien que et toute une vérité judiciaire entraîne un certain nombre d'exigences dans ce travail. L'une d'elles est très certainement à une nécessité, comment appeler ça, d'une acculturation du magistrat à ce monde, à ce contexte, à ces pratiques, à ces urgences, à ces nécessités. Le travail d'un juriste, c'est celui sur un dossier. Ça n'est pas le travail d'un médecin qui est confronté à cette urgence, au temps et au temps limité pour décider, ce qui déjà connote beaucoup, j'allais dire, la connaissance et l'appréciation que l'on peut avoir sur des comportements déterminés. Donc, si je devais citer une des exigences essentielles, ce serait sans doute ce travail d'acculturation. C'est pour nous aussi, je faisais le rapprochement entre l'importance des regards croisés dans le monde médical. Je pense qu'il est tout aussi vrai dans le monde judiciaire et que des magistrats, par exemple, qui sont en charge de soutenir ou de se prononcer sur une accusation déterminée, doivent absolument, eux également, nourrir ces regards croisés et, dans leur réflexion, avoir également cette démarche de collégialité. Voilà quelques mots. Cette justice pénale, c'est une justice criminelle, c'est une justice qui est donc confiée à des jurés populaires. Je dis cela pour peut-être exprimer encore parfois tout le mystère, la difficulté de savoir ce qui a pu faire que des jurés se déterminent dans un sens ou dans un autre, vers la condamnation, vers l'acquittement. C'est un secret de délibérer où ils auront pesé les impressions que leur auront fait les arguments avancés de part et d'autre dans un procès. Je souligne cela pour exprimer toute la relativité qu'il peut y avoir à parler, à avoir du recul sur les affaires qui, de plus, sont assez rares. Alors, pour répondre à la question qui est posée, où j'essaie, dans l'espace de temps qui m'est donné, de vous montrer peut-être la différence, la distance qu'il peut y avoir entre une loi et comment elle peut être mise en œuvre. La question qui se pose est: est-ce qu'il y aurait place pour la justice à l'admissibilité d'une transgression éthique? Est-ce qu'elle pourrait être comprise par le système judiciaire, par ceux qui sont chargés d'appliquer la loi? Est-ce qu'elle pourrait être admise? Pour nous, pour le juge, la transgression, c'est déjà la transgression du fait justificatif de la loi. Les concepts ne sont pas simples. Moi, je répondrai à titre personnel, je crois que oui. Si je devais donner une réponse, je dirais que la manière dont la justice peut être administrée peut tout à fait laisser place à l'admissibilité, la reconnaissance d'un comportement qui, au nom d'une norme qui est érigée tout de même en norme fondamentale, c'est la norme de l'éthique,
permettrait, ou en tout cas devrait permettre cette reconnaissance. Voilà. Merci beaucoup. Je trouve ça important, votre prise de parole, pour montrer là aussi toutes les nuances. L'essentiel se situe dans les nuances. Mais souvent, on en arrive à des formes de caricature, aussi bien dans le rapporté de nos propres pratiques que dans le rapporté de certaines décisions qui sont prises. On voit bien comment notre société peut faire émerger l'importance des nuances qui peut être l'élément justificatif d'une décision, pour finir. Enfin, nous voici sauvés. Éric Fourneret va nous éclairer de manière définitive sur ces questions en les simplifiant à l'extrême. Merci Éric de faire simple. C'est la première fois qu'on me compare à Noé, c'est sympa. La philosophie se pose un peu sensiblement la même question, c'est-à-dire dans l'ordre de l'éthique, est-ce qu'il y a une place pour la transgression, qu'on pourrait appeler une sorte de transgression légitime? Et sur la question de la fin de vie, l'éthique médicale se pose évidemment la question de savoir si l'interdit de provoquer la mort d'autrui peut être toléré dans des circonstances médicales très spécifiques. Et cela a très bien été exprimé à travers tout ce qui a été dit avec Jean-Claude Amezen et à travers vous tous aussi. On remarque bien que plus l'interdit est fort, plus la valeur de la transgression est haute. Et la transgression a donc à faire avec ce que le philosophe américain David Thoreau a appelé la désobéissance civile. Si l'on pense par exemple que l'interdit de la provocation d'autrui est une injustice dans un contexte de santé bien particulier, alors celui qui transgresse cet interdit, un peu comme ceux qui défendaient les esclaves à l'époque de David Thoreau, eh bien, sont peut-être élevés comme des héros. Et on sait quelques affaires médiatiques, justement, où ceux qui ont transgressé la loi de l'interdit de provoquer la mort d'autrui, je pense par exemple à Marie Imbert, ont pu, à un moment, peut-être malgré elle, endosser ce rôle de héros, justement, d'avoir transgressé l'interdit de faire mourir autrui. Inversement, si l'on pense, d'un point de vue, encore une fois, je suis que du point de vue éthique et philosophique, si l'on pense que d'un point de vue éthique et philosophique, l'interdit est un absolu, et autrement dit, il n'y a aucune circonstance qui justifierait sa transgression, eh bien celui qui transgresse bascule immédiatement du côté du blâmable. Alors par là, nous comprenons que la transgression, eh bien, elle est une affaire de limites, ça a été dit aussi largement. Celui qui transgresse franchit une frontière, et en cela, il matérialise l'existence de deux espaces, ce qui est à l'intérieur des limites et ce qui se trouve à l'extérieur des limites. Mais cette limite, c'est aussi, elle se double d'un double franchissement, celui qui passerait du négatif au positif, c'est celui qui est considéré comme le héros d'avoir transgressé, ou celui qui va passer du positif au négatif, celui qu'on va blâmer d'avoir transgressé. Et en ce sens, la transgression peut être perçue, Jean-Claude Amezen l'a très bien expliqué tout à l'heure, ou bien comme une progression, ou bien comme une régression. Une progression, si l'on considère que la transgression va permettre justement à une société de devenir meilleure, plus humaine. Ou bien une régression, parce que justement on pense que la transgression va venir, en tout cas, vient fragiliser le lien social, le lien entre nous tous. Alors, ainsi, la transgression, communément, eh bien, elle nous permet de diviser les individus entre ceux que l'on va qualifier de subversifs et les autres, va nous permettre de faire la distinction entre l'ordre et le désordre. Et pour nous, il s'agit ici de réfléchir s'il peut exister un cadre dans lequel la transgression cesserait d'être une transgression. Alors tout d'abord, la transgression, la notion même de transgression, eh bien, porte en elle l'idée d'une limite franchissable. Si la transgression n'est plus une transgression, c'est tout simplement que cette limite n'existe plus. Donc il n'y aurait plus lieu de parler de transgression. Penser un cadre tolérable de la transgression consiste donc à penser un franchissement qui ne remet pas en question la limite qui a été franchie. On pourrait évoquer, par exemple, comme le CCNE l'a fait dans son avis numéro 63 et dans l'avis numéro 121, le dernier, qui concerne la fin de vie, on pourrait penser l'exception, par exemple, d'euthanasie ou de suicide assisté. L'exception d'euthanasie serait cette transgression légitime d'un point de vue éthique.
Il existerait donc quoi? Des circonstances exceptionnelles dans lesquelles la société pourrait tolérer que l'on mette fin à la vie d'autrui. Mais une fois que l'on a dit cela, il faut imaginer quand même que l'exception, les circonstances exceptionnelles, appellent elles aussi un cadre pour encadrer l'exception. Parce que comment va-t-on reconnaître les circonstances exceptionnelles? Appelle un cadre jusqu'à faire de l'exception à la règle de l'exception. Dès lors qu'on instaure une règle, alors nous ne sommes plus dans l'exception. Prenons acte toutefois qu'un certain nombre de progrès, Jean-Claude Amezen l'a très bien expliqué tout à l'heure, un certain nombre de progrès dans la connaissance ont profité justement d'un esprit de transgression. On peut évoquer entre autres la dissection. Je pense à Vézal, je pense à Léonard de Vinci, etc., à René Descartes aussi. Autrement dit, ce serait une erreur que de considérer que la transgression porte en elle, par nature, la valeur du mal. On pourrait même supposer que le mal préexiste à la transgression. Et que la transgression est ce par quoi, justement, on vient répondre au mal qui existe. Par exemple, Madame l'a très bien dit tout à l'heure, certaines conditions de vie ou de fin de vie peuvent être considérées comme indignes d'être vécues, et le mal serait justement dans ces conditions-là, et non pas dans la transgression. La transgression serait le moyen, justement, le remède, le pharmacone, de répondre au mal que sont ces conditions d'existence. Autrement dit, de sa puissance négative, la transgression embrasse une puissance positive. Et c'est un débat sur la fin de vie que de choisir entre faire l'apologie de la transgression ou faire l'apologie de l'interdit. Mais d'un côté, élaborer une apologie qui contiendrait la provocation de la mort d'autrui comme un principe éthique, faire mourir par compassion, par exemple, a quelque chose de heurtant. Comment la mort d'autrui pourrait-elle être érigée en principe éthique? La mort d'autrui ne peut pas être un principe éthique. D'un autre côté, faire l'apologie de l'interdit réduirait la notion de transgression simplement à une catégorie moraliste. D'un côté, les blâmables, et de l'autre, les héros. Néanmoins, si la transgression nous pose vraiment une grosse difficulté, c'est surtout parce que dès lors qu'une limite est franchie, d'autres limites la remplacent un peu plus loin. Et pour le dire avec Michel Foucault, le philosophe, la transgression franchie ne cesse de recommencer à franchir de nouvelles lignes plus loin. Autrement dit, la difficulté à laquelle nous expose la transgression est celle de porter en elle le germe de l'excès. D'ailleurs, la Belgique le montre, c'est depuis quelques années, la pratique de l'euthanasie en Belgique, c'est plus de 25% d'euthanasie par an en plus. Les Pays-Bas aussi s'inquiètent de cette augmentation qui est en constante évolution, les Suisses un peu moins. Et on voit bien que ce cadre légal ne cesse de s'étendre à d'autres catégories de population. Alors l'enjeu de la transgression est pour le moins complexe. C'est comment penser la transgression ni en termes d'accusation, donc sous la forme d'un discours moraliste, ni en termes de programme, autrement dit sous la forme d'une apologie, mais c'est une tentative de réponse où la transgression serait l'instauration d'une nouvelle règle qui affirme celle qui lui précède. En d'autres termes, la transgression légitime n'est pas un conflit entre des règles différentes, mais bien plutôt l'existence de règles différentes sans conflit. Alors dès lors qu'une exception d'euthanasie ou de suicide assisté remet en cause l'interdit de faire mourir autrui, elle n'est plus une exception, parce que l'exception a une portée limitée aux circonstances qui l'ont fait apparaître. Et c'est pourquoi il n'est pas possible d'anticiper les circonstances de l'exception. Elles sont toutes imprévisibles. Ce sont au contraire l'imprévisibilité des circonstances qui font le caractère exceptionnel de telle ou telle transgression. Et c'est pourquoi, à mon sens, la relation de soins ne peut pas être réduite à un service rendu, sous la forme d'une éthique du j'ai droit, où les devoirs du malade, à l'endroit du professionnel de santé, deviendraient totalement invisibles. La médecine se distingue d'un service rendu à la personne, car les professionnels de santé ne sont pas des prestataires de services. Ils sont, comme le malade, des personnes exposées également à la blessure, et respecter la subjectivité du malade, eh bien, ce n'est pas faire l'apologie de l'individualisme.
Le respect de l'autonomie d'autrui se distingue donc de la satisfaction de ses désirs. La capacité de répondre à l'appel de l'autre sous la forme, c'est d'abord, je vais dire, le respect de l'autonomie, c'est d'abord la capacité de répondre à l'appel de l'autre sous la forme d'une reconnaissance. On ne peut pas remplacer le modèle paternaliste par la tyrannie de l'individualisme. Et comme le disait Arthur Schnitzler, et je crois, pour ceux qui me connaissent, je le cite très souvent à la fin dans mes conclusions, l'essentiel dans la transgression, comme le disait Arthur Schnitzler, c'est « Y a-t-il une oreille assez fine pour entendre le soupir des roses qui se fanent ?» Je vous remercie. Merci beaucoup, Éric, de cet réel éclairage. Peut-être avant qu'on ne passe la parole à la salle, comme c'est l'objectif de cette table ronde, avez-vous besoin d'interagir entre vous? Est-ce qu'il y a des remarques à faire sur les interventions de l'un ou de l'autre? C'est bon? Alors, comment fait-on là? Il y a des micros qui se baladent et peut-être faudrait qu'on ait un éclairage qui nous permette de voir. Parce que là, ah ben voilà, il suffit de le dire pour que. Alors, donc tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la transgression, sans jamais oser le demander, c'est le moment. Voilà, est-ce que la possibilité de choisir sa mort ne peut pas, est-ce qu'elle peut entraîner la culpabilité de vivre pour des personnes qui pourraient se sentir en trop, par exemple? Est-ce que ce serait pas un choix, est-ce que ce serait pas plus facile pour ces personnes de s'en remettre à la fatalité? Merci de cette question très simple. Juste le temps que mes collègues réfléchissent, puisque mon propos est de meubler là. Je voudrais simplement attirer votre attention par rapport à ce que vous dites, que même si je fais un pas de côté par rapport à votre propos, on assiste de façon de plus en plus fréquente à une réalité qui est non pas l'indignité, mais le sentiment d'indignité dans la pratique. J'attire votre attention sur le fait que de plus en plus de personnes qui peuvent vivre de plus en plus longtemps du fait de la médecine ou qui tout simplement vieillissent dans des conditions qui ne sont pas faciles, peuvent avoir le sentiment, parce qu'on leur renvoie cela, qu'elles ne sont plus des personnes, mais un problème. Et lorsqu'on se perçoit non plus comme une personne, mais comme un problème, on a un sentiment d'indignité, et ça peut générer effectivement quelque chose qui conduit à demander à accélérer la fin de son existence, mais on imagine combien la réponse doit être plus que nuancée autour de tout cela. Peut-être voulez-vous répondre à cette dame? Je n'ai pas de réponse, mais je me dis peut-être que dans les pays qui autorisent en effet cette aide à mourir, peut-être qu'il y a de nombreuses études qui ont été faites par des chercheurs. J'ai assisté récemment, il y a 2 ans à un congrès à Amsterdam international où il y avait énormément de chercheurs qui ont travaillé sur la demande, la poursuite de la demande, le refus des médecins ou au contraire, toutes les circonstances si vous voulez. Et il faudrait regarder, peut-être qu'il y a des études dans les pays où cela est autorisé pour voir s'il y a une incidence sur le sentiment des personnes qui ne le demandent pas ou au contraire peut-être la demande de personnes qui se sentent inutiles ou plus justifiées à vivre. Sans doute qu'il faudrait vérifier s'il y a déjà des études là-dessus. Moi, j'en ai pas entendu parler, mais peut-être. Je peux vous parler d'études qui sont en cours sur ce sujet, puisque nous les menons nous-mêmes. Mais effectivement, la question est extrêmement importante. Qu'est-ce qu'il y a derrière une demande ? Et ça, à mon avis, c'est quelque chose d'essentiel à travailler. D'ailleurs, ça devrait être le sous-bassement ou le préalable, je ne sais pas comment le dire, de toute éventuelle modification. Ça me semble étonnant même qu'on ait si peu travaillé sur cela. Alors, on sait bien que derrière une demande, il peut y avoir le désir de ne plus vivre comme on vit, pardon. Il peut y avoir le désir il peut y avoir le désir de mort, peut-être, effectivement, derrière. Mais quelle nécessité de distinguer tout cela? Oui,
Si j'ai bien compris votre question, je pense qu'elle soulève c'est une des plus difficiles, c'est-à-dire le cheminement et la prise de décision et le fait qu'elle fait intervenir autrui que la personne qui est appelée à décider et qu'en conséquence, cette temporalité, moi je sais peut-être sur ce point-là que je voudrais peut-être intervenir, la temporalité dans une prise de décision, que la personne dise « je décide », est quelque chose d'extrêmement important et en même temps, je dirais, de quelque part incontournablement ou irréversiblement difficile. Parce qu'on voit bien qu'à travers, enfin je parle de l'expérience que j'ai dite au départ de mon intervention, on voit bien combien cette décision en fait mêle un tas de considérations, un tas de sentiments qui ne sont pas simplement celles de la personne, mais celles qui sont de son entourage, d'interpellations, de questionnements sur des registres très différents. Chacun parle de là où il est, qui fait que c'est véritablement des questions difficiles pour lesquelles je crois important de considérer cette question de temps et de prise de temps et de maturation d'une décision qui, de toute façon, restera difficile et complexe et sans doute pour partie porteuse de souffrance, mais d'une souffrance qui permet peut-être de maturer aussi. Voilà. Marcel ? Je partage complètement ce que vous venez de dire et même ce que tu as dit, Régis. Moi je vais vous proposer une simple phrase qui m'est venue à l'esprit en entendant votre question, et j'espère que je ne la déforme pas trop, sinon vous me le pardonnerez. C'est, au fond, qu'est-ce qui est transgression ? C'est transgression que de vouloir mourir ou de faire mourir quelqu'un parce qu'il connaît, il est dans cette réalité-là, ou est-ce que c'est refuser de le faire mourir ou refuser sa demande à mourir ou l'obliger à vivre, quel que soit son état? Est-ce que c'est aussi la transgression, ça n'est pas imposer des normes qui font que certaines vies deviennent quasiment impossibles à être assumées, voire assumables par l'individu? C'est vrai chez la personne qui devient handicapée du fait de son vieillissement ou du fait de l'évolution d'une pathologie, mais c'est vrai aussi pour tous les doutes que l'on peut avoir pour ce petit qui naît dont on ne sait absolument pas ce qu'il va devenir, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a comme structure véritablement. Et quid de ces enfants qui naissent, qui n'ont aucune fonction cérébrale, qui sont là, présents, mais qui sont totalement absents? Quel est leur degré d'humanité? Je suis qui, moi, pour dire quel est leur degré d'humanité? Et est-ce que cette vie-là, est-ce qu'il faut impérativement la supprimer? Pourquoi pas? Est-ce qu'il faut absolument la préserver? Pourquoi pas? Mais pourquoi? Et puis, qui en décide? Et qu'est-ce qui fait que les représentations, nos imaginations, nos vieilles querelles, nos vieux fantasmes, nos vieilles croyances ou nos vieilles coutumes peuvent nous amener à voir? C'est là où le fameux penser l'autre comme un autre soi-même, c'est surtout le penser comme totalement différent de soi. C'est accepter d'être bousculé, c'est accepter d'être dans l'inquiétude et dans l'incertitude. Et plus on aura de certitude, à mon avis, plus on aura de tendance à faire des bêtises. Donc il faut se mettre à beaucoup, prendre du temps. Donc on voit bien que la question de la transgression doit bien être une question. Déjà, et savoir se questionner est quelque chose qui nécessite du temps, qui nécessite probablement, on y reviendra probablement, cette dimension de l'intersubjectivité, parce que je crois que ça n'est pas faire violence à la notion d'autonomie que de dire, un peu comme tu le sous-entendais, je pense, ou tu le disais, Éric, pour pouvoir exercer mon autonomie, j'ai besoin d'autrui, finalement. Et y compris lorsque ce que je demande et ce que je crois désirer, j'ai besoin d'autrui pour pouvoir faire cheminer cette demande ou éclairer aussi ce qui la motive. C'est quelque chose qui est peut-être important à entendre. Oui, et c'est en lien avec la question qui a été posée. Et je vous remercie d'avoir posé cette question. Alors, je ne l'ai pas comprise tout de suite, pardon, j'ai mis un peu de temps, mais je l'ai, ça y est. Et en fait, vous posez une question mais fondamentale pour moi au plus haut point. Pourquoi? Parce que le débat, en France en tout cas, il est enfermé sur une seule question.
c'est est-ce que l'euthanasie et le suicide assisté relèvent d'un droit? Et la question qui se pose, et celle que vous posez, elle vient avant cette question, elle est celle de savoir, sommes-nous libres de vouloir mourir? C'est-à-dire qu'une volonté qui se trouve dans les circonstances d'un polyhandicap, une volonté qui se trouve dans les circonstances d'une maladie grave, une volonté qui se trouve dans les circonstances d'une précarité sociale et économique, quand elle veut mourir, quand elle dit par exemple « je veux mourir parce que je suis une charge pour autrui »,« je veux mourir parce que la douleur et la souffrance est insupportable », veut-elle mourir librement? Et cette question se pose avant de savoir si l'euthanasie et le suicide assisté est un droit individuel. Et la question aussi est de savoir, mais finalement, en pratique, on va faire comment pour évaluer cette volonté de mourir? L'authenticité de cette volonté de mourir. Comment on va vérifier qu'une volonté est vraiment libre de vouloir mourir? En philosophie morale et en philosophie de l'action, on a une phrase un peu bizarre, parce que attention, les philosophes font des phrases des fois un peu bizarres, on dit c'est vouloir, vouloir. Autrement dit, je dois être en capacité de vouloir mourir. Et cette nuance, ce doublement du verbe vouloir est absolument important. Et c'est pourquoi l'échange avec autrui, c'est-à-dire que ma liberté de vouloir mourir ne peut être effective qu'à partir du moment où autrui fait un peu le contradicteur de cette volonté de mourir. Autrement dit, un peu comme un crash test de voiture où on teste les voitures pour voir jusqu'où elles cassent, et bien là, on va tester la volonté de mourir pour voir jusqu'où cette volonté résiste. Et ce qui était intéressant, c'est que parfois, ce n'est pas parce qu'elle ne résisterait pas que la volonté ne serait pas libre. Ce qu'on veut simplement vérifier à travers cet échange avec autrui, c'est tout simplement la capacité à la personne, la possibilité qu'elle aurait pu vouloir autrement. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va revenir sur sa décision. Ça ne veut pas dire la réversibilité. Jean-Claude Amezen, là, j'étais pas très d'accord. J'étais d'accord avec tout le reste, mais là, j'étais pas très d'accord. Expliquer avec l'État de l'Oregon qu'on voit bien la liberté de la personne parce que la moitié reviennent sur leur décision de mourir. Non. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont utilisé la fiole pour se tuer n'étaient pas libres. Ce n'est pas parce que je reviens sur ma décision que je suis plus libre qu'un autre. Je peux être libre de la même façon, même quand je reste toujours dans la même décision. Ce qui est intéressant avec l'État de l'Oregon, c'est ce qu'elle montre bien la liberté de la volonté, c'est que rien n'est programmé. Rien n'est programmé, à la différence de la Suisse et de la Belgique et des Pays-Bas, et du Luxembourg, et du Canada et du Québec. Ce qui est intéressant dans l'Oregon, pour compléter ce que tu dis, et au-delà, c'est que toutes les personnes interrogées et concernées trouvent que c'est rassurant de savoir qu'ils peuvent avoir cet accès. C'est ça. Le but, je pense que la réelle demande n'est pas tellement de mourir, mais de savoir, quand j'en aurai marre, la porte de sortie, elle est là. Elle est visible, elle est accessible. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est pour ça que je vous remercie de votre question, qui était absolument essentielle, même si j'ai mis un peu de temps pour la comprendre. Merci. Alors, une deuxième question. Bonjour, Alain de Broca. Donc, merci à tous les intervenants d'être là et nous expliciter aussi bien toute la difficulté. Moi, je trouve que parmi vous tous, et puis la question d'ici, c'est qu'il y a un lien entre, évidemment, la singularité qui ne fait pas l'apologie de l'individualisme et la nécessité de sauvegarder la communauté, la vie en société. Et donc le pénal est là normalement pour être le recours d'une communauté face à une transgression. Et en fait, on ne sait jamais trop de qui on parle. Si c'est moi qui ai le droit de décider, quand même, malgré tout, l'individualisme pur et dur, j'y ai droit, tu le disais, ou alors si effectivement une société, une communauté veut être plus qu'une somme d'individualisme. Et je pense que les transgressions, elles sont quand même liées à des normes, des frontières, des limites, qui sont quand même liées aussi à comment on veut vivre ensemble. Et si une société ici, plutôt qu'en Belgique ou en Suisse, voudrait avoir un bon vivre ensemble sous cette mode, je ne vois pas en quoi il faudrait exactement être comme ceux d'à côté, parce que la société d'à côté ferait autrement. Il me semble que là, il y a un vrai débat. La transgression, ça nous ouvre à quelle communauté, il me semble, on veut faire aujourd'hui en France pour les 20 ans à venir, à partir d'une situation aussi difficile que la fin de vie. Et je pense que si on ne se la pose pas comme ça, on pourra se parler des années sur les transgressions, sur les situations extrêmes, comme tu dis, et en débattant sans pouvoir élaborer plus que des pseudo-sorties. Alors, comment vous réagissez par rapport à cette remarque ? Bien. Moi, j'ai envie de... Je trouve ça remarquable, mais bon, je ne suis pas étonné de toi, Alain. Moi, je dirais simplement, en tout cas, dans mon petit esprit,
Quand j'évoque la notion de transgression, ça n'est pas pour revendiquer le fait de pouvoir transgresser, de légiférer et de rendre cette transgression définitivement accessible. C'est probablement évoquer pour moi la notion de transgression, c'est essayer de rester en éveil justement de conscience, en interrogation, et me rappeler les limites justement de mes certitudes. Comme je n'ai aucune certitude, donc je vais plutôt évoquer les limites, l'étendue de toutes les incertitudes qui m'habitent. Et c'est peut-être parfois ce qui nous permet de traverser cette non-quiétude. Et justement, le fait d'évoquer la notion de transgression est probablement quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait de revendiquer la normalisation d'une transgression. Et c'est pour ça que ce que tu dis me semble très important. Mais en tout cas, je pense que c'est important qu'on puisse dire, dès lors que j'évoque la transgression, ça n'est pas nécessairement pour réclamer le droit de transgresser, mais c'est peut-être parfois l'ultime moyen qu'il pourrait y avoir pour que je ne transgresse pas, et en tout cas pas trop vite. Oui, sur cette question de transgression et, bon, qui se situe par rapport à une norme. Si la norme change, la transgression se déplace. Je n'ai pas eu le temps de l'évoquer dans mon intervention liminaire, mais je voudrais peut-être rappeler l'attention sur quelque chose d'assez extraordinaire au sens de pas ordinaire qui se passe actuellement pour le juriste. Alors, pas le juge pénal, mais le juge administratif qui est en train de construire au fur et à mesure tout un nouveau niveau de normes ce juge, vous savez, qui saisit de manière préventive, qui est conduit à apprécier une décision médicale d'arrêt de soins, de poursuite de soins. Il y a un premier paradoxe, c'est que alors que notre législation évolue un petit peu, en tout cas c'est mon sentiment, est pensée pour obliger le médecin à respecter de plus en plus, si je puis dire, la volonté du patient qui souhaite limiter, voire arrêter ses traitements pour mourir plus apaisé, que constate-t-on que les contentieux qui viennent devant ce juge administratif sont des contentieux qui, en réalité, proviennent de situations inverses, c'est-à-dire de parents, par exemple, de parents de patients qui s'opposent à un arrêt des traitements et qui souhaitent un peu contraindre le médecin à poursuivre ces traitements. Alors bon, il y a bien des enjeux, hein, je ne vais pas les aborder là, mais qui également sont attachés à cette évolution que l'on voit. Finalement, la judiciarisation de la fin de vie, aujourd'hui, elle ne se passe pas devant le juge pénal, mais devant le juge administratif. Et c'est vraiment une évolution qui va assez loin, où on entend le juge administratif dire, ben oui, la volonté du patient est vraiment, vraiment, vraiment très importante, peut-être même, tout dépend des interpellations, supérieure à la décision médicale. En tout cas, je souligne ce point simplement pour dire qu'il y a toute une construction, alors qui peut aider aussi le médecin, l'équipe médicale, dans sa manière de travailler, de réagir, et qui fait que quelque part, peut-être, le champ de la transgression sera là aussi appelé à évoluer. Oui, c'était important, je te passe la parole. C'était important de rappeler qu'il n'y a jamais tant eu d'avis récent du Conseil d'État dans le registre de ce que vous évoquez, c'est-à-dire des familles qui s'opposent à une décision qui, consubstantiellement, est transgressive d'arrêter des traitements parce qu'il n'apparaissait pas justifié au collectif et pas au médecin, puisqu'il s'agissait d'un processus délibératif qui amenait à une décision comme celle-ci, et de voir le questionnement, je parlerai de questionnement que l'on a sur l'importance relative de la parole des uns et des autres, va être, à mon avis, assez central autour de cette discussion. Éric ? Et c'est, à mon sens, une des conséquences de cette inflation des droits individuels dans le milieu de la santé, c'est-à-dire que, à la limite, le juge vient remplacer le médecin dans les décisions médicales. Et ça, je ne suis pas convaincu que ce soit la place du juge d'intervenir dans les décisions médicales comme on l'a avec la dernière affaire en France, justement, avec Vincent Lambert. Voilà, finalement, c'est le malade qui trinque plus que... Enfin, et aussi les autres, mais... Moi, j'entends ce que tu dis, Alain, c'est-à-dire, finalement, il faut qu'on réfléchisse aussi sur quelle société on veut construire, quoi. Est-ce qu'on veut une société où, finalement, on assiste à une judiciarisation de la gestion de la fin de vie ? Est-ce qu'on veut à tout prix encadrer la fin de vie uniquement par des lois, ou au contraire, et quitte même au risque, plutôt, de remplacer la vigilance éthique des professionnels de santé par tout simplement la connaissance du droit ? Et ça, à mon sens, c'est une société dangereuse.
dangereuse. Et à la fois pour les professionnels de santé, pour les malades, pour les proches des malades, parce qu'on se retrouve dans des situations aberrantes, comme celle justement, on va faire appel au juge, au tribunal administratif, justement, pour régler des affaires où peut-être il n'a pas à intervenir dans cela. Et j'aime beaucoup l'idée, enfin pas l'idée, mais la conception de Jean Carbonnier, quand il explique tout simplement dans Flexible droit que parfois, enfin pas parfois, mais l'absence de droit est parfois plus protectrice que le droit. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Ah, pardon. Oui. Alors, bonjour. J'allais poser une question sur très exactement ce que vous avez commencé à aborder en répondant à la question précédente. Donc, je vais prolonger, si vous voulez bien, ce débat. Je m'interrogeais sur la place de la loi et du coup la place de la justice dans toute cette évolution. Je suis profondément convaincue par ce qu'a dit Jean-Claude Amezen et que je partage de longue date. Il faut du débat public, il faut de la loi pour avancer, peut-être pour repousser les frontières de la transgression. Et en même temps, on fait le constat qu'une fois qu'on a posé la loi et qu'on sait que derrière la loi, il y aura l'intervention de la justice, qu'il s'agisse de la justice administrative ou de la justice pénale, mais en même temps, la confrontation avec la justice pénale est encore plus effrayante d'une certaine manière. J'arrive à me poser la question de savoir s'il faut une loi. Dans un État démocratique, pourtant, c'est la concrétisation du débat public suprême. Parce que, en effet, il me semble, au regard de tout ce qui a été exprimé par la représentante des usagers et que je partage, que le risque, c'est que la loi et l'intervention de la justice tétanisent toute décision, y compris toute décision médicale partagée entre équipes soignantes et proches et patients, et que finalement, on régresse par rapport à ce vers quoi on allait, et ce vers quoi était l'objectif initial de la loi. En attendant que les personnes ne puissent faire mûrir leurs éventuels éléments de réponse, je pose une question comme ça. Du coup, c'est juste pour dire qu'effectivement, si on pense, et je partage cette idée qu'il faut faire attention à l'excès de normes, pour le coup, juridiques en l'occurrence, cela veut dire que sur la question que nous nous posons, c'est-à-dire l'importance de la question de la transgression, il faudrait donc que nous réfléchissions à un moyen de valoriser la question. De la valoriser dans les pratiques, de lui accorder des espaces de valeur et de la valoriser dans les éventuelles décisions de justice qui peuvent être prises à la suite de tout cela. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait que nous réfléchissions au mode éventuel de valorisation d'une discussion qui serait à ce point interprofessionnel, interdisciplinaire, qu'elle permettrait réellement de parler d'une rencontre à la croisée des subjectivités des personnes. Je suis surpris que notre système, en ne valorisant pas le questionnement, en réalité le dévalorise. On pourrait le dire par exemple de la tarification à l'activité. Penser n'est pas un acte. Bon, pourquoi penser ? C'est donc c'est une évidence, mais je trouve qu'il y a là un moyen, à mon avis, de faire un progrès, d'avancer de façon assez considérable. Le jour où on dira la réflexion éthique, pour faire simple, est un espace qui doit être absolument valorisé dans les pratiques, mais dans les pratiques des acteurs de la santé, mais aussi dans la pratique interfacée avec les acteurs de la justice, me semble-t-il, et avec les patients, les représentants des patients. Peut-être vous vouliez répondre précisément à la question précise qui était posée. Oui, sur la nécessité de la loi, je fais quand même le constat, comme je le disais, mais je peux me tromper, il m'a semblé que le monde médical avait plutôt accueilli avec satisfaction le fait qu'au moins il y ait un encadrement de pratiques dont on ne savait pas si elles étaient autorisées ou pas autorisées. Donc c'est bien que quelque part nous cherchons tous quand même un certain nombre, une norme qui édicte à tout le moins des principes directeurs, voilà, et des lignes
qu'on ne franchit pas. Alors après, toute votre question est celle de savoir qu'est-ce que l'on fait de cette loi. Je pense qu'il faut qu'elle reste... Enfin, le diable se niche toujours dans les détails et on aurait bien tort de demander à la loi de décliner ce qu'elle ne pourra jamais faire. Je ne sais pas si c'est vous qui le soulignez. Et heureusement qu'elle ne pourra jamais faire régler toutes les situations parce que la situation prochaine sera toujours singulière par rapport à la situation précédente. Voilà, moi je veux simplement signaler que est-ce un bien, est-ce un mal, on ne prend pas véritablement le chemin d'une moindre judiciarisation, et je pense plutôt à la justice administrative. Le Conseil constitutionnel, qui est notre plus haute, si je puis dire, instance, a consacré il n'y a pas longtemps, c'était au mois de juin 2017, le droit à un recours effectif de toute personne concernée sur des décisions contre les décisions d'arrêt de traitement. C'est vous dire, je ne le juge pas, mais ce mouvement qui est en train de se mettre en place, qui prolonge les droits reconnus aux patients, mais qui fait que c'est une évolution qui quand même me paraît assez certaine désormais. Oui, moi je voulais réagir sur les droits des patients. Je trouve que quand même c'est très très important que les patients aient enfin une identité. On les appelle des usagers, ils ont des représentants. Il y a des lois qui les protègent, alors elles sont en effet suffisamment floues ou suffisamment larges pour qu'elles puissent être interprétées, mais elles existent. Et même si ces droits ne sont pas idéaux ou ne sont pas forcément tous complets, j'observe, et on observe partout, qu'ils sont loin d'être connus, même malgré les campagnes d'information, ils sont loin d'être connus et forcément encore loin d'être respectés. En tant que représentant des usagers, je constate sans arrêt des manquements à la loi, à tel point que, je ne veux pas exagérer, mais les hôpitaux sont parfois des hôtes de non-droit. Mais vraiment. Et on a beaucoup de mal à faire valoir ces droits, à se faire entendre, puisqu'on n'a pas une voix d'expert, sauf qu'on est expert nous-mêmes en notre propre santé, et encore, on a beaucoup de mal à se faire entendre. Et je suis d'accord qu'il ne faut pas mettre des lois partout, mettre des droits partout, mais quand même, cette question-là reste centrale. Et si parfois il y a peut-être des recours qui vous semblent exagérés, ou en tout cas qui prennent une direction qui n'est pas souhaitable, c'est peut-être la suite de ça. C'est qu'il est tellement difficile quelquefois de se faire entendre qu'on va pousser dans l'autre situation. C'est le cas avec mon association, à mon avis. Comme il est difficile de faire entendre ce point de vue-là, on a souvent un discours qui est exagéré. Donc moi, je suis pour, justement, alors là, l'échange, le débat sur cette question. Je suis très contente qu'enfin ce débat ait lieu dans cet espace de réflexion éthique. J'y assiste depuis déjà 2-3 ans. Et il est essentiel. Je pense qu'on devrait multiplier les occasions. Les échanges sont nombreux, les points de vue sont nombreux, et les regards, alors là, doivent être croisés. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'usagers qui sont dans cette salle, mais il faut qu'ils puissent se faire entendre dans tous les sens. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a que des usagers, là. Oui. Oui, mais ils sont là aussi en tant que soignants. Ouais, voilà. Oui, j'entends bien. Il n'est pas question de revenir sur les droits qui ont été attribués aux usagers de la médecine, mais il est illusoire de penser qu'en créant de nouvelles lois, cela permettra de connaître celles qu'on ne connaissait pas déjà avant. C'est un peu comme la 3G, la 4G et la fibre, c'est-à-dire que la 3G marche moyen, mais on fait la 4G, et la 4G marche encore plus moyen, mais on va faire la fibre. Si déjà on pouvait mettre en place quelque chose qui relèverait plutôt de la formation des professionnels de santé et des usagers pour qu'ils puissent connaître un peu mieux la loi et connaissent un peu mieux leurs droits, ce serait déjà formidable. Et on peut s'étonner que depuis tout ce temps, Jean-Claude a précisé tout à l'heure, la loi sur les soins palliatifs, c'est 1999, quand la Belgique, c'était 1991. On a l'impression que ce retard qu'on a pris déjà dès le départ, nous n'arrivons jamais à le rattraper. Il y a tous les plans successifs sur les soins palliatifs, et à chaque fois, ce ne sont que l'idéologie de la promesse. On vous promet de faire ça, on va encourager à faire ça, mais où sont les mesures obligeantes? Où sont les mesures contraignantes, justement, pour que,
on puisse informer au mieux tout citoyen. Quand je dis tout citoyen, c'est à la fois les professionnels de santé et ceux qui ont recours aux professionnels de santé, informer tous les citoyens du cadre dans lequel ils évoluent. Tu parlais de la T2A en disant que voilà, la formation, la discussion, l'échange, je dirais d'une façon un peu cynique, que malheureusement, si ça ne prend pas de temps, c'est que ça ne rapporte pas beaucoup. Et que passer du temps auprès d'un malade, échanger, débattre avec ses proches, etc., c'est un temps qui est qualitativement extrêmement important, quantitativement qui ne vaut pas grand-chose. D'autant plus que si ce temps qui est pris par plusieurs personnes qui vont croiser leur subjectivité pour arriver à décider de ne pas faire, alors là c'est le comble, hein. Mais la réalité est bien là, hein. La réalité est bien celle-ci, et par rapport à ce que tu disais, y compris aux différents plans et aux différentes lois qui, me semble, indiquent que l'on a du mal à cerner la réalité de la question, c'est qu'en réalité, nous sommes confrontés à un véritable changement paradigmatique qui concerne la santé, l'organisation du système de santé et l'organisation du système de formation pour accéder à ce nouveau système de santé, me semble-t-il. Mais de cela, on ne veut pas tant parler que des mesurettes que l'on essaie de prendre autour de tout cela. Il y avait une question en bas. Dominique Ganey, je suis militant de la lutte contre le sida depuis plus de 20 ans et je suis représentant au sein du système de santé. Et j'interviens aujourd'hui au titre de ma qualité d'activiste à ACT UP. Jean-Claude Amezen a évoqué la loi de 2002 en relation directe avec la pandémie de sida. Donc, en gros, pour la France, le départ de l'arrivée des usagers dans le système de santé en tant que parole entendue. Est-ce que vous pourriez, au regard même des modes d'action transgressifs de cette association assez à part, ACT UP, et dont on reparle en ce moment avec le film 120 battements par minute, vous situez les uns les autres, et je pense particulièrement à ce que certains considéraient comme des limites dépassées en son temps sur les modes d'action, sur ce qu'on appelait les apps, le faux sang, ces choses-là. Cette façon d'agir, sont-elles nécessaires à être de nouveau mises en œuvre? Ces limites qui ont été dépassées en son temps, et là je m'adresse peut-être aux philosophes, puisqu'elles sont dépassées, eh bien, est-ce qu'il faut en reposer d'autres plus loin? Enfin voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette particularité de l'activisme? Juste avant, là encore une fois, je fais le rôle du journaliste qui parle éventuellement pour combler le vide, mais l'existence même de l'activisme ou le besoin d'un activisme signifie une carence. Et je pense que c'est de cela que vous voulez parler. C'est-à-dire que ça correspond d'ailleurs à ce que vous disiez, c'est-à-dire que tant qu'on ne veut pas regarder certaines questions, et on vient d'en parler, certaines questions fondamentales, en tant que ces questions fondamentales, on peut avoir un discours qui est finalement diffluent, dégoulinant de bonne volonté, mais c'est vrai que le sida, par exemple, a été une occasion de montrer que la seule chose que l'on savait bien est qu'on ne sait définitivement pas grand-chose. Et qu'il eût été utile de construire ou reconstruire le socle d'un système de santé sur un soubassement éthique. C'est une occasion qui a été manquée. Et moi, j'aurais tendance à interpréter l'activisme auquel vous faites référence comme une revendication de regarder au fondement plutôt que... Alors, parfois, le résultat est inverse à ce que les activistes espèrent. Il faut le reconnaître aussi. Oui. Il y a aussi des activistes excessifs. Je ne sais pas si mes collègues veulent... Vous êtes d'accord ? ACT UP, c'est ça que vous avez dit. C'est ça. Alors, je ne connais pas bien cette association. Enfin, si, je la connais, mais ce que je vais dire, je connais plus les associations sur le droit de mourir pour la dignité, etc., et d'autres associations d'usagers. Donc, ne prenez pas pour vous ce que je vais dire.
Mais On craint ce qui suit. Allez, vas-y. non, mais moi, ce qui me, pas me dérange, c'est pas le mot, mais la difficulté qu'il y a dans l'activisme ou dans le militantisme, c'est la difficulté de manier le doute. Et on ne peut pas être dans le débat quand on ne manie pas le doute. Et Régis parlait justement que parfois on a certains militants qui sont un peu radicaux, et ça frise parfois la langue de bois, ça frise au langage totalement conformiste. Vous aussi, ne prenez pas mal ce que je vais dire, et je vais me faire que des ennemis finalement, mais à la DMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, ne serait-ce que je me rappelle Marie Imbert, et ça a été récupéré, sa phrase, plein de fois, un geste d'amour. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est qu'une phrase récupérée. Alors si, ça voulait du sens quand elle l'a dit. Mais la récupération qu'il y a derrière, ça vide tout le sens de la phrase de Marie Imbert. C'est-à-dire que c'est récupéré, utilisé dans des contextes qui ne correspondent plus à ce que voulait dire Marie Imbert, et finalement, ça perd toute sa portée éthique. Et on a quoi? On a un discours simplement, une sorte de langue de bois, un discours conformiste. Et ce qu'il y a donc de difficile avec le militantisme et l'activisme, c'est justement que le langage ne permet plus de manier le doute, et que les adhérents doivent au contraire se fondre dans ce langage commun, dans ce conformisme. Et la transgression, c'est le sujet, et justement, comme le fait David Foreau, l'a exprimé David Foreau, comme l'a fait Ralph Waldo Emerson, c'est de rompre avec le conformisme. La transgression est là. Et on est plutôt de l'ordre de la progression, comme je l'ai qualifié tout à l'heure, où justement, cette transgression va permettre de pouvoir faire évoluer le militantisme et l'activisme. Vous m'en voulez pas? Non, je le tuerai après. Non, je me disais quand même que le militantisme comme cela, assez dur, il se dissoudrait peut-être assez facilement dans le dialogue, dans le débat. Si le débat public, si la parole autour de la mort, c'était mentionné dans le contexte de ce débat aujourd'hui, moi je pense qu'il est essentiel. Il est essentiel pour qu'on puisse, tous les usagers que vous êtes, donc, nous aussi, puissent en parler pour pouvoir... Pour que la parole circule, je ne sais pas, mais si elle circule si difficilement à tel point qu'on a des conformismes de pensée et d'expression, c'est parce qu'elle a du mal à trouver sa place. Pour moi, c'est ça. Mais je vois bien aussi que tous les représentants d'usagers qui sont de la DMD ne sont pas dans ce langage-là. Eux, ils sont dans la pratique, ils sont dans le rapprochement avec les institutions, les établissements de santé, ils sont dans l'action, dans le respect de tout le monde, et ils essayent de faire au mieux. Mais ils ne sont pas du tout dans ce langage-là. Je crois que le langage est dû à la situation. Et je pense que le débat, il devrait se multiplier. Pour avoir de très nombreuses fois discuté avec des limitants de base, c'est-à-dire les grands... J'ai dit ? Des limitants ? Oui, les militants, pardon. Oui, limitants. Ouais, c'est des militants radicaux qui limitent la pensée, finalement. Je faisais, pour le nommer clairement, plutôt référence à Jean-Luc Romero et autres apologistes de l'euthanasie qui manient très difficilement le doute. Et je pense notamment à tous ces dogmes religieux qui sont absolument incapables de pouvoir entendre aussi des demandes qui expriment autre chose que tout simplement le droit de tuer. Oui, mais nous l'avons déjà dit tout à l'heure que l'essentiel se situait dans les nuances, et on voit bien que certains ne connaissent pas les nuances. Une question ? Il y a quelques années, en fait, j'ai fait une rencontre avec une femme dans un hôpital psychiatrique qui avait une 60aine d'années, qui était là pour dépression sévère suite à la mort suite à la mort de son fils unique. Et en fait, cette personne-là, elle avait visiblement perdu l'espoir de vivre. Elle avait exprimé sa volonté de mourir et ne voulait pas prendre des médicaments. Donc la dépression, qui est plus ou moins une maladie qu'on peut soigner en fait assez bien aujourd'hui. Donc du coup là, on parle des maladies extrêmes incurables en fait. Mais si la personne décide de plus en prendre parce qu'elle refusait de prendre ses traitements, donc si on respecte ce choix-là, est-ce qu'on peut ensuite considérer que sa maladie devient incorrigeable ou incurable, et que la deuxième question, c'est que elle souffrait. Ça se voyait en fait. Et
malgré cela, son mari voulait pas il voulait qu'elle prenne les médicaments. Donc, non seulement est-ce qu'on peut accepter que c'est ensuite une maladie incurable, et aussi comment est-ce qu'on peut respecter le choix d'une personne sans avoir la certitude objective que la volonté est bien lucide de la personne concernée, en fait, parce qu'elle est dans un état émotionnel très fragile et pas forcément lucide. Je crois que votre question, elle renvoie exactement au débat posé. Est-ce que finalement, ce que vous disiez, monsieur, c'est-à-dire, suis-je en capacité de vouloir, hein, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire, est-ce que la nature, l'objet d'un certain nombre de questionnements est-ce que l'on peut garantir, ou avoir en tout cas une certitude suffisante qu'elles correspondent à l'expression, alors soit d'un consentement libre ou éclairé, ou d'un refus libre ou éclairé. Enfin, voilà, moi, à quoi me renvoie la question là que vous posez. Moi, dans tout ce que j'entends là, j'entends quand même une quête d'une forme de certitude au sein de l'incertitude. C'est-à-dire que comme si on recherchait le fait d'avoir la caution de la décision que l'on a prise. Et moi, j'ai envie de poser la question toute simple. Est-ce que ce qui participerait à la qualité éthique de la décision que je pourrais être amené à prendre serait celle qui ferait que je puisse prendre cette décision en acceptant le risque éventuellement de me tromper, tant bien même j'aurais fait tout ce que je pouvais, mobiliser le maximum d'éléments pour diminuer le risque d'erreur. Et c'est aussi accepter cette non-quiétude qui est permanente, d'une part du fait du risque de se tromper, mais aussi peut-être d'être obligé d'agir malgré moi, envers et contre tout, au sein de choses que je ne domine pas. Car on attend à ce que je fasse quelque chose, ne rien faire et faire quelque chose, donc on attend que je fasse ou pas quelque chose, et ce quelque chose, il est encore peut-être plus inconnu que l'inconnu au sein duquel je suis plongé. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas de maîtrise possible de la qualité de nos décisions. Ça revient un petit peu à ce que tu disais, enfin ce que les uns les autres disaient, et ce que vous évoquiez, où effectivement, je pense que dès lors qu'il y a une certitude, il y a alors, là, l'euthanasie de toute réflexion. L'éthique, c'est pas un endroit confortable. C'est des eaux tourmentées. On est ballotté d'un côté, on est ballotté de l'autre. Mais ce qui exige l'éthique, c'est qu'on assume que ce ne soit pas confortable. Alors on est confronté à de la complexité des décisions humaines. Et le moyen qu'on utilise pour supporter la complexité de la décision humaine, c'est justement d'essayer d'avoir le plus de certitude dans les décisions que nous prenons. Avec le risque d'oublier quelque chose de très important. Et votre question, qui est en lien avec la première question qui avait été posée, permet d'apporter cet élément supplémentaire. Ce n'est pas tant la nature de la décision qui compte que le moyen de prendre une décision. La nature de la décision, elle peut être une décision complètement irrationnelle. Au nom de quoi ? Au nom de quelle définition même de la rationalité jugerions-nous moralement, comme des bons moralistes, que non, c'est complètement irrationnel, tu as tort, donc on va aller contre toi. Non, la personne peut vouloir quelque chose de complètement irrationnel. Une personne qui a peut-être atteinte d'une maladie mortelle, pas forcément incurable, mais mortelle, peut faire le choix, la loi le lui permet, de refuser tout traitement qui la guérirait. Et pour autant, on pourrait lui dire, mais c'est totalement irrationnel, tu ne te rends pas compte, il y en a plein qui aimeraient avoir la chance, comme toi, de pouvoir avoir recours à un traitement. Ce qui compte, ce n'est pas sa décision, c'est comment elle a pris sa décision. Ce n'est pas la nature de la décision qui est le plus important, c'est comment la personne prend sa décision. Et c'est donc en lien avec cette vouloir. On évalue la volonté de vouloir aux conditions dans lesquelles la volonté s'est exprimée.
la personne peut accepter d'être totalement déterminée dans sa volonté, mais si elle a évalué les causes de sa volonté et qu'elle dit « mais je suis d'accord », et bien alors elle veut vouloir mourir. En même temps, vous entendant, je pense qu'il faut qu'on évite un autre travers qui serait les logiques de processus et de validité des processus, de procédure, pardon. C'est d'ailleurs un travers de l'application de la loi, de la considérer comme une procédure qu'il faut absolument respecter. Je pense à la notion de procédure collégiale, qui fait que lorsqu'on a respecté la procédure, on pense qu'on a pris une bonne décision. Alors ça, c'est quand même... voilà, on préfère nettement, et on l'avait dit au sein du comité consultatif national d'éthique, la notion de processus délibératif, montrer comment ce processus conduit à une prise de décision, quand bien même cette décision est assumée dans l'incertitude de ce qu'elle comporte, et ça me semble fondamental. Mais ça renvoie, ce que tu dis, à la question de la responsabilité, être responsable d'une décision empreinte d'incertitude qu'on a tenté, obligation de moyens, de cerner par une approche la plus délibérative possible. Mais je trouve que nous ne sommes pas beaucoup incités à assumer la responsabilité dans un monde qui voudrait mettre des normes partout. Je pense que monsieur faisait aussi référence à une autre question, mais je ne l'ai peut-être pas bien compris. Je pensais en vous entendant que vous faisiez référence à certains types de maladies qui ne sont pas en soi des maladies... oui, hein, je pense aux maladies mélancoliques, par exemple, en psychiatrie. Hein, c'est une vraie question. Alors, je propose qu'on ne rentre pas dedans, mais c'est vraiment extrêmement complexe lorsque, finalement, la vie ne serait que désir de mort, finalement. La question des états mélancoliques est une question extrêmement difficile qu'on ne peut pas réduire à la question de la dépression, comme vous le nommiez d'ailleurs. Mais je propose qu'on en débatte peut-être en aparté, ce n'est pas au cœur de nos questions, même si, vous avez raison, il faut que nous fassions attention à ne pas vouloir, comme pour nous rassurer, nous limiter à des situations de fin de vie. Mais comme le disait Jean-Claude Amezen tout à l'heure, on peut décider, lorsqu'on dépend d'une technique, par exemple, de se placer dans une situation de fin de vie lorsqu'on décide d'arrêter cette technique. Hein, donc on est loin de situations de fin de vie. Peut-être une dernière ou avant-dernière question. Je ne sais pas, on a jusqu'à quelle heure Oui, moi j'ai le micro. Midi et quart. Là, deux questions. Ouais, donc, vous avez vu comment on répond brièvement. Hein, donc, oui. Donc moi je voulais d'abord vous féliciter. Enfin, je suis très contente de cette intervention et de tous les intervenants. Et j'ai beaucoup, en tant que sage-femme personnellement, j'ai été très interpellée par l'intervention de M. Vialard. Et je me demande maintenant quelle place on donne aujourd'hui dans la formation. Je suis sage-femme, enseignante, formatrice. Quelle place on donne aujourd'hui à la formation, à toute cette réflexion, sachant que j'ai entendu le problème de la liberté du patient. Bon, je ne parle pas de la liberté de la femme à vouloir poursuivre une grossesse dont il est d'avance prédit qui est même candidate à l'interruption médicale. Et je laisse un petit peu planer le doute. Parce que les décisions prises par rapport à l'interruption médicale m'ont, dans ma pratique, souvent interpellée. Je dis les décisions prises parce que je n'étais pas toujours sûre qu'elles étaient prises par la femme. Donc maintenant, je ne suis plus dans cet état-là. Je me dis que, dans ce milieu-là, en tout cas maintenant, mais je me demande quelle liberté... quand on parle de la liberté du patient, ou de la dame, ou de la femme, ou de l'enfant qui ne peut pas parler, quelle est la liberté du soignant dans le vouloir dont vous parlez, comment lui, il exerce cette liberté et quel droit il a de l'exercer, puisqu'il renvoie, ça, comme le dit Ricoeur, ça renvoie quand même, se penser comme un autre, c'est aussi... j'ai du mal à dire ce que je veux dire, mais c'est aussi savoir ce qu'on pense soi de façon libre. Voilà, donc la question, elle est là pour moi. Donc, Marcel, tu as 4 minutes pour répondre. Alors, non, mais moi je trouve que ce que vous venez de dire,
Alors, je vais vous donner un élément. En termes de formation, il y a des choses qui commencent à se faire. On a beaucoup travaillé avec la Société française de néonatologie et on essaye de proposer des petits modules de formation dont on n'est pas sûr qu'ils répondent véritablement à tous ces problèmes-là, mais il y a un gros effort qui est fait. Dans les formations de médecine palliative, on essaye aussi d'aborder ces questions-là, mais comme vous le savez, la médecine palliative, parfois ça ne parle pas à tout le monde, mais ça finira par le faire. Ensuite, il y a des groupes de réflexion. Les questions que vous soulevez, en fait, vous soulevez des tas de questions que vous ne précisez pas, mais qu'on sent bien comme étant présentes. C'est-à-dire, qui est l'enfant? Qui est le nouveau-né? Le nouveau-né, est-ce que c'est l'objet du projet des parents? Est-ce que c'est un être à part entière? Est-ce que c'est un individu à part entière, mais dont l'existence ou la liberté serait quand même conditionnée par le fait qu'il doit s'intégrer dans le projet d'autres? Très clairement, hein, si papa, maman ne veulent pas d'un enfant qui est très différent, alors celui-ci doit aller directement dans la case destruction. Ou si au contraire, papa, maman, eux, disent « mais la vie est sacrée », et donc, tant bien même la vie de cet enfant serait un enfer, parce qu'on voit très bien comment les choses peuvent évoluer, tous les handicaps, tous les enfants qui sont différents les uns des autres ne sont pas destinés à vivre un enfer. Mais parfois, on sait que ça va être toute une série d'épreuves et de souffrances qui vont être extrêmement difficiles et douloureuses pour l'enfant, et avec des conséquences pour les parents et des conséquences pour la fratrie, les frères et sœurs, mais aussi pour l'entourage élargi. Et les parents, eux, peut-être qu'ils ont ce projet d'avoir cet enfant-là, mais les grands-parents peut-être pas. Et le frère ou la sœur, est-ce que lui, il va avoir envie ou pas de se dire « mais pourquoi mon petit frère ou mon grand frère, il est malade et moi je ne le suis pas? Pourquoi lui, il n'est pas normal et pourquoi moi je le suis ?» Et donc en fait, vous soulevez le fait de l'immensité des questions auxquelles on est confronté et auxquelles la médecine, de plus en plus étonnamment performante, nous amène. Et puis je vous rappelle aussi qu'au jour d'aujourd'hui, nos camarades obstétriciens sont en train de travailler à de la chirurgie intra-utérine pour corriger un certain nombre d'anomalies fétales. Alors, un certain nombre des choses auxquelles on peut assister, ça se fait dans mon établissement. Oui, on peut se dire, oui, c'est très intéressant, ça ouvre des perspectives tout à fait intéressantes, mais dans le même temps, on se dit, ouais d'accord, tu as corrigé telle chose, mais il a telle autre chose avec. Est-ce qu'il y a, tout comme on s'est posé longtemps, y a-t-il une hiérarchie des valeurs? Y a-t-il une hiérarchie des êtres? Y a-t-il une hiérarchie des conforts, des inconforts? Y a-t-il une hiérarchie de tout cela? Et on revient toujours à la même question, c'est on ne sait pas trop dans quelle société véritablement on veut vivre, et puis on veut essayer de maîtriser des choses qui sont immaîtrisables, et peut-être qu'il nous faudrait accepter de vivre comme on le fait depuis la nuit des temps, c'est-à-dire en avançant, c'est-à-dire dans cette non-quiétude de l'être au monde, ici et maintenant, avec cette possibilité que cette non-quiétude n'est absolument pas une peur, une angoisse, mais qui est la conscience toute simple des limites. Je ne peux tout, je ne maîtrise pas tout, je ne suis qu'un élément parmi d'autres, et seul je ne peux rien. Merci. Je vous propose qu'on prenne la dernière question. Oui, allez-y. Oui, merci. Moi, je voudrais revenir sur une question qui me paraît importante dans l'évolution du débat. On a une réflexion en tant qu'usager, qu'on est tous, effectivement. Mais en même temps, si moi, dans ma demande de mettre un terme à ma vie, actuellement, j'ai un besoin impératif du médecin, parce que c'est lui qui a la clé du placard où il y a le produit qui va bien. Et ça a été évoqué tout à l'heure, comment éviter que le médecin, que le soignant devienne un prestataire de service, puisque justement, on assiste actuellement, si on continue sur la même pente, à un transfert de la prise de décision de l'équipe médicale vers la justice. Donc, quelque part, vous savez bien, vous êtes deux médecins dans nos études.
le bon patient, c'est celui qui guérit. Donc le médecin, je m'adresse aux deux médecins là. On n'apprend pas la mort. Il y a seulement depuis quelques années que les étudiants en médecine apprennent qu'un patient, ça peut avoir mal. Et donc, il y a quand même pas mal de médecins qui sont mal à l'aise dans ce transfert. Quand on parle de suicide assisté, il y a assisté, ça convient aux médecins. Suicide, c'est un peu comme tout le monde, ça remue des choses avec lesquelles on n'est pas vraiment encore bien à l'aise. Et donc, comment l'évolution, ou le médecin ou le soignant, je ne sais pas s'il y aura une nouvelle catégorie qui va se dessiner, et un petit peu comment faire en sorte qu'ils ne se sentent pas contraints et qu'ils ne soient pas un prestataire. Vous savez, je vous laisserai bien entendu réagir, hein, mais le fait que nous tenions débat à ce moment n'est pas lié au hasard. Hein. Je pense que le développement d'une médecine très centrée sur les techniques et les sciences va amener probablement à penser le remplacement du médecin par la machine. Le médecin se trouvant demain à distance ou concerné uniquement par les situations extrêmement complexes et singulières. Donc il s'agira de former le médecin non pas à la technique et à la science, puisque on saura le prendre en charge par des algorithmes bien mieux que nous saurions le faire, puisqu'on voit bien les erreurs dont nous sommes capables aussi. Donc la médecine de demain, la médecine de l'homme de demain, sera la médecine de l'homme en situation de grande complexité demain. Et le cœur de la formation du médecin de demain, ça va être précisément ce que vous nommez, c'est-à-dire l'apprentissage de la confrontation à la question de l'incertitude, l'apprentissage de l'élaboration d'une pensée argumentée, croisée avec d'autres, etc. Hein, on est aux antipodes de ce qu'est l'apprentissage aujourd'hui. Hein, et je crois qu'effectivement, la question de la place de la mort va être assez centrale. Réfléchir à la question de la mort devrait et sera plus encore centrale, ce qui nécessite que chacun d'entre nous entreprenne le grand tour de sa petite personne, ou le petit tour de sa grande personne, je ne sais pas comment le dire, mais il se trouve que ça prend une vie, ça, remarquez. Hein, mais l'essentiel sera que le médecin de demain, confronté aux situations singulières, apprenne à douter et se forme à l'humilité. Hein, alors, je dis cela pour mettre ça en parallèle avec ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que c'est à peu près l'inverse. On nous demande d'être sûr de nous. Comment être sûr de soi lorsqu'on sait qu'on ne sait pas? Après, toute cette question du suicide, et je pense que vous faites référence beaucoup plus à la notion et à la nécessité de réfléchir à l'évolution vers l'assistance au suicide, plus qu'au suicide assisté. Hein, il s'agit bien de tenter de réfléchir à cette question de l'autonomie qui était évoquée ici et là, de la personne, qui, estimant, et au nom de quoi pourrions-nous estimer mieux qu'elle, ce qu'elle estime, que sa vie n'a plus de sens pour elle, mais je crois que Jean-Claude Amezen l'a nommé. Attention aussi à tout cela, à ce que préalablement à toute ouverture possible vers cette notion de l'assistance au suicide, nous nous soyons bien assurés que nous ne sommes pas dans une société qui ne rend pas la vie sensée. Quand vous avez aujourd'hui en France un nombre incroyable de personnes âgées qui se suicident, nous sommes les champions d'Europe du suicide des personnes âgées et qui se suicident parce qu'on décide de leur institutionnalisation contre leur gré. Et on décide de leur institutionnalisation parce que nous n'avons pas le choix de décider autre chose de cela. Il ne faudrait pas qu'une évolution de la loi facilite ce genre de réalité absolument obscène, de mon point de vue. Il faudra donc que nous ayons un système de santé qui accompagne ce qu'il contribue à générer, de la dépendance, de la perte de l'autonomie, du handicap. Aujourd'hui, vivre handicapé et s'affronter à un autre handicap, c'est l'absence de structures qui accompagnent le handicap. Donc il faut bien que nos sociétés se préparent à pouvoir assumer réellement cette question de l'ouverture vers l'autonomie de la personne. Mais quand je parlais de changement paradigmatique tout à l'heure, on est au cœur de tout cela, me semble-t-il. Je vous ai peut-être coupé la chic, non ? Non ? Bon, écoutez, alors on va dire que c'est la conclusion de cette matinée. Merci beaucoup. Alors